monsieur Gilles Norman, la crise économique engendrée par la pandémie à coronavirus a fait basculer presque 420 millions donc, de personnes, dont la majorité sont dans la région subsaharienne de l'Afrique et également en Asie du Sud. Dites-moi clairement, est-ce que vous avez constaté que cette pandémie a fait augmenter le taux de pauvreté en Afrique et également à la diaspora? Sincèrement, je ne pourrais pas dire ça dans ce sens, puisque, vous savez, il fut un moment, moi je me dis, il faudrait que nous devons comprendre que l'avenir, par exemple, l'avenir appartient à l'Afrique. Et quand je dis l'avenir appartient à l'Afrique, il faudrait que nous pensions encore comment est-ce que nous devons, dès maintenant, s'organiser. Et avant que la pandémie arrive, je crois que nous ne voyons pas réellement l'avenir, comme moi je le dis. Il y a certains qui le voient, mais d'autres qui ne le voient pas. La preuve, quand cette pandémie est arrivée, je crois que ça a freiné encore certaines choses. Et nous devons tirer quand même non, maintenant, c'est de tirer le son du passé pour voir comment est-ce que nous devons avancer plus mieux. C'est bien vrai que ça a freiné. Eh bien, ça a créé de la pauvreté. Pourquoi? C'est parce que nous ne sommes pas nous ne sommes pas préventifs. Jusqu'à présent, quand vous voyez les choses de la pandémie, on voit que les gens n'arrivent pas à raisonner même plus que ça. Et ils disent, bon, ok, on va voir ce que ça va donner. Oh, ça va aller, ça va aller. Alors qu'il faut voir comment est-ce que nous devons tout à coup franchir d'une manière ou autre cette pandémie et voir comment l'avenir serait meilleur pour l'Afrique. C'est ce que nous devons penser. Mais quand on ne raisonne pas encore au-delà, on pense que bon, c'est la fin, bien bon, parce que bon, on peut, ce qu'on vit maintenant, bon, on va voir ce que ça va donner mieux. C'est comme ça que serait prochainement la vie. Ça va créer quelque chose de la pauvreté. Que nous ne devançons pas, nous ne solutionnons pas le problème. Nous sommes dans le problème, mais nous n'arrivons pas à trouver des solutions au problème. Tout ça, ça crée vraiment de la pauvreté. Donc nous devons aussi, c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, quand mon frère parlait je vais revenir encore en Afrique, quand on parlait que les responsabilités sont partagées, c'est bien vrai. Mais moi, je dirais plutôt que les responsabilités ne sont pas, ce sont plutôt à collaborer, comme je le dis. Le gouvernement, c'est que le gouvernement, on peut choisir n'importe qui dans le gouvernement. Mais si la personne n'est pas compétente dans son domaine, ne le prenons pas. Ne le prenons pas parce que quand tu es dans le gouvernement, il ne faudra que écouter ou bien le plan de ce qui a été dit avant qu'il soit nommé. Et il ne va faire que exécuter. Alors que je ne dois pas faire ça. Si quelqu'un qui est dans le domaine est nommé, je crois qu'il devait venir avec un plan à ce gouvernement. Donc voilà, c'est mon domaine. Voilà ce que j'ai apporté. Et où est-ce qu'il va trouver ce plan? Il doit aller vers maintenant les gens du domaine, l'équipe sanitaire, avec tout ça là, ils vont voir comment est-ce qu'on peut s'organiser, qu'est-ce qui sont les choses qu'il va prendre et les choses à exécuter dans les médias, ça là, aller jusqu'au plan financier. Et c'est là qu'on doit porter le que qui est au top de nous, exécuter. Ouais. S'il n'y a pas tout ce plan organisé, c'est toujours le chèque sur le chèque. Et c'est ça qui va affecter à tout le monde jusqu'au pauvre. Ouais. Ça va affecter tout le monde. Donc, c'est ça. Il faut que, moi je vais dire aujourd'hui, il faut que, pour l'occasion, il y a ce que je viens de dire, que depuis un moment maintenant, il y a tout ça, le cas du Togo, nous devons commencer maintenant à les la diaspora, la population, tout ça ensemble, s'asseoir et voir comment on peut tous ensemble travailler. Parce que tout cela, ça affecte le monde. Ça n'affecte pas que les pauvres de l'opposition, ça affecte les gens du régime aussi. Vous voyez? Donc, nous devons aussi rester et travailler sur ce point. Donc, voilà ce que je peux dire encore pour ça. La pauvreté est partout. C'est que nous, on n'arrive pas à évoluer. Alors, on
parlé à l'instant donc également du gouvernement. Beaucoup de personnes ont parlé du gouvernement dans leur intervention, de la responsabilité qui incombe au gouvernement. Et on a constaté à un certain moment donné que dans certains mêmes pays d'Afrique, les marches ont été suspendues pendant des périodes données. Jusque-là, même les marches ne reprennent plus. Surtout que ça profite également quelquefois aux deux parties. Et ce sont en fait des restrictions qui sont prises par des gouvernants africains. Monsieur Ouadja, qu'en pensez-vous? Effectivement, ça c'est l'impact politique de la pandémie. Donc, il y a une situation, une crise sanitaire qui s'impose au monde entier et en tant que politiciens, ils vont trouver des stratégies pour mieux exploiter cette crise sanitaire-là au profit de la politique. Ce n'est pas pour protéger la population? Non, je me dis, pas directement pour protéger la population. C'est ce qui a été dit au début. Hein. C'était ça. Par exemple, dans plusieurs pays, quand les marches ont été suspendues, pas seulement en Afrique, hein, même en France, par exemple, il y avait le mouvement de gilets jaunes qui sévissait depuis plusieurs mois. Et il a fallu le coronavirus pour stopper ces gilets jaunes-là. Donc, il y a eu des restrictions dans des pays. La première lecture, c'est qu'on veut éviter des contaminations. Mais, par la suite, il y a eu la réouverture. Quand les choses ont repris normalement, la vie a repris en tout cas en partie. On n'a pas directement autorisé les manifestations politiques et tout. Donc ça, c'est resté. Vous comprenez? Donc, d'une manière ou d'une autre, les politiques en Afrique savent jouer le jeu. Ils savent jouer le jeu, surtout si le parti au pouvoir se reproche lorsque l'opposition, par exemple, organise des marches, telles qu'au Togo. Je donne l'exemple du Togo parce que je connais un peu ce qui se passe. Même en Côte d'Ivoire, arrivé à un certain moment donné, ils ont dit de suspendre. Ils ont suspendu les marches. Il y a beaucoup de pays en Afrique. Je prends l'exemple du Togo parce qu'on a eu des élections. N'oubliez pas les élections en 2020. Vous comprenez? On a eu des élections en 2020 et c'est une coutume, surtout qu'il y a eu un autre candidat qui se prononçait vainqueur. Je vais parler du cas d'Abiome Kodio qui se prononçait vainqueur. Et malheureusement, ils n'ont pas pu protester. Vous comprenez? Ils n'ont pas pu organiser des marches. C'était une coutume depuis au Togo. Après les élections, il y a eu toujours des protestations pour réclamer la victoire. Il y a eu toujours un candidat de l'opposition qui proteste. Vous comprenez? Donc, cette fois-ci, ça n'a pas eu lieu. Parce que il y a le coronavirus et les marches sont suspendues et on n'avait plus d'autre choix que de faire peut-être des revendications virtuelles à travers des vidéos de certains activistes et autres. Même jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore une question résolue puisqu'il y a toujours cette question des élections de 2020 que l'opposition revendique la victoire. Mais il ne peut pas avoir de marche directement puisque le coronavirus sévit, vous comprenez. Mais moi, ce que je voulais dire est que je déplore le fait que nos politiques en Afrique essaient de copier trop ce qui se passe ailleurs. Je veux dire quoi? Si nous regardons le taux de contamination ou le taux de contamination aux États-Unis ou en tout cas le nombre de décès, aux États-Unis ou en Europe ou dans d'autres pays dans le monde, c'est très loin de ce que nous avons en Afrique, nous avons eu en Afrique. Je ne suis pas en train de négliger ce qui se passe en Afrique et même si c'est une seule personne qui décède, c'est déjà beaucoup trop. Vous comprenez? Donc je respecte cela. Ce sont des vies humaines perdues et on doit respecter ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on a une situation de crise, elle doit être adaptée à chaque pays, selon le niveau de contamination, quand nous parlons de coronavirus. On ne peut pas, par exemple, dans un pays en Afrique, où on sait que, généralement, on n'a pas de supermarché aussi comme en Europe, demander les fermetures de beaucoup de choses, où les gens ne peuvent pas s'approvisionner,
ou en tout cas fermer par exemple les activités économiques comme les restaurants, les bars, et les gens n'arrivent pas à avoir un revenu, il faut forcément mettre des garde-fous. Peut-être, ici les choses sont encore développées, hein. On a quand les restaurants et tout c'était fermé, il y a des systèmes comment on appelle ça, je parle de delivery en anglais. Oui. Yeah. Ici, on a la possibilité de commander et puis on ira prendre ça peut-être à la fenêtre ou bien on va le livrer à la maison. Mais c'est ce qui n'est pas le cas en Afrique, vous comprenez. Donc, beaucoup de pays en Afrique manquent encore de ces systèmes-là. Et lorsqu'on prend certaines décisions politique, il faut éviter que cette décision-là impacte véritablement sur l'économie du pays. C'est ce qui se passe. Peut-être on a tendance à vouloir protéger la population, mais en se cachant derrière une vision politique pour punir beaucoup de gens. Quel a été l'impact direct sur la politique, selon vous, Monsieur Norman, en cette période de la pandémie du Covid-19? Oui, tout d'abord, je viens de le dire. Tout d'abord, nous ne sommes pas préparés dans la pandémie. Peut-être que ça a été une manière de gouvernement aussi. Dans quel sens? Je dirais par exemple, justement, le niveau d'organisation de préparer la pandémie, vraiment, en fait, c'était de manière ou autre. Parce que il a de fait, ce qui fait qu'il doit augmenter, pourquoi peut-être les sous, augmenter le prix, pour bien trouver du retour, quelque part, et c'est le fait d'augmenter le prix à la population. Mais maintenant, je vais quand même revenir un peu en arrière pour parler de ce que l'on fait, que le gouvernement n'a pas pris des mesures. Là, que bon, quand vous parlez d'interdiction, moi, je crois que cette manière de faire au niveau de prendre comme interdiction de manifestation, tout ça là pour pouvoir barrer. C'est assez faux. Vous voyez que tellement en Afrique, et vous allez voir, les gens sont dans la maison ou bien dans les camps, 10, 12, des fois même, peut-être même plus haut de cela. Si la maladie là, devait faire rage, je crois que quand on fait la casse, ça doit faire des rage dans nos maisons. Ce n'est pas au niveau des manifestations que ça va faire certains rages. Moi, je dis, comme je vais dire que la responsabilité revient maintenant à la population de dire, oh voilà, puisque déjà, ça fait partie des constitutions de chaque État. Si quelque chose ne va pas mal ou bien quelque chose va mal, je crois que c'est la population qui devait sortir ou bien crier son ras-le-bol. Je me dis, si réellement la population a vraiment fait le bol, il devait sortir d'une manière où j'ai crié que non, voilà, ça ne va pas. Ça ne va pas. Si nous prenons, ou bien nous considérons ce que le gouvernement dit, ou bien l'interdiction du gouvernement, tout cela là. Et je crois que les gens doivent mourir dans leur maison de pluie. Il faut éviter la maladie, tout ça là. Que nous, les gens sont à la maison. Voilà nos marchés. Est-ce qu'ils ont interdit au marché? Les gens sont dans le marché. Ouais, il y a beaucoup de raisons pour dire que non, ce n'est pas l'interdiction de la masse qui devait créer la multiplication de la maladie. Donc, justement, comme vous venez de le dire, il y a également beaucoup de personnes qui ont basculé sur les réseaux sociaux au lieu de se regrouper, puisqu'il y a beaucoup de lois qui ont été votées pour contrecarrer les manifestations, pour éviter les manifestations. Et surtout, en Afrique de l'Ouest, ils ont dit de ne pas se regrouper à un certain nombre d'années. Alors, d'autres ont basculé, comme le cas de tous les activistes que nous connaissons également sur le terrain aujourd'hui, qui ont beaucoup plus eu de l'ampleur du côté donc des réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on peut manifester? Est-ce que l'impact des réseaux sociaux a en fait joué un rôle au cours de cette pandémie à coronavirus sur la vie sociopolitique de notre continent africain? Non, ce que je dis, c'est ce que je dis. Bon, nous devons travailler en collaboration, en synergie. Par exemple, ce n'est pas le fait de rester derrière les caméras et demander à la population de faire ceci, cela. Il y a le problème de nos responsables politiques sur le terrain.
des sociétés civiles. Puisque la population est mal informée. Moi, c'est le problème que je vois. La population est mal informée. Si on informe la population, on explique vraiment à la population ce qu'ils doivent faire, ce qui devait se faire, ce qui est de leur devoir et de leur droit, c'est à ce moment que la population doit se lever de lui-même pour dire, ah, si j'ai le droit, que ce ne doit pas, je dois aller payer, je dois aller demander et dire ceci, cela. C'est seulement que la population ne connaît pas ce qui est du son droit, ce qui est de son devoir. Vous voyez? Donc, il y a un manque de communication quelque part. Nos leaders aussi ne doivent pas rester à parler que dans la langue du parti, ou de son avenir, ou bien de l'ambition de il faut informer, expliquer mieux à la population, faire face à la population, que la population lui pose des questions, et faire vraiment des échanges. C'est là que je donne, moi personnellement, je donne tort à nos leaders, parce que là, après tout, il ne faut que des conférences de presse. Et maintenant, c'est les journalistes qui doivent relayer leur et en relayant, vous savez, il doit y avoir des informations, il y a des échanges, des sorties, des vrais mots qui devaient expliquer mieux à la population. Ils doivent sortir, ou bien ils sont aussi corrompus, payés par l'autre côté, et ça ne passe pas. Allons vers la population. Demandez à la population de vous dire qu'ils ont un problème, qu'est-ce qu'ils veulent comprendre, et vous les expliquez. Que la population vous voulez aussi vous demander, de vous imposer de faire, vous devez le faire. C'est comme ça qu'ils doivent faire. Nous, vraiment, une population de travail. Et c'est comme ça que ça peut se faire. Même si le pot, le Togo n'est pas, si je prends le cas du Togo, le Togo n'est pas si grand, hein. C'est les mêmes personnes, les mêmes familles, c'est les mêmes. Vous voyez? Donc, nous pouvons aussi travailler avec l'opposition et le régime. Qu'est-ce que ne connaît personne dans ce régime? Tu es un cousin, tu es devenu un bel et un beau-frère, mais venez, viens ici voir la maison. Demandez-lui aujourd'hui, mes cousins, mon beau. Mais ce que vous demandez à faire là, ce n'est pas faisable. Hein? Mettez-vous à notre place. C'est facile. C'est facile. On n'a pas besoin d'être vraiment. Ce n'est pas le fait de venir rester sur les caméras, bien de en criant à l'institution. Il doit changer quelque chose. Sincèrement, nous connaissons tous. Nous connaissons tous. S'il y a des erreurs, on peut l'appeler la personne, le faire revenir la raison, le faire comprendre quelque chose. Très simplement, amicalement, et ça peut se passer. Je crois que même quoi qu'il y ait de la peine, c'est fort. Je crois qu'il n'est pas si difficile. Si il y a des gens qui sont aussi proches de lui, dans la famille, tout ça là, dans les belles familles, qui peuvent quand même lui peut-être quand même à la maison, ou bien le lendemain, il comprendra mieux. Personne n'est pas si dur que ça. C'est que nous voyons les choses au Togo, nous ne savons pas comment l'entretenir, ou bien des fois, on le voit, parce que ça m'arrange. Je ne vais pas quand même résoudre ce problème, c'est pas parce que si je le résous, je vais perdre mon poste. C'est ce qui est mal chez nous au Togo. C'est pour ça que je dis des fois, le problème qui se pose au Togo, c'est nous-mêmes le Togolais. C'est nous-mêmes le Togolais. Tout le monde peut rester dans son arbre en bénéficiant de ce qu'il peut bénéficier, et le reste, on se tait là-dessus. Et ça fait mal. Et ça fait mal. La pandémie à coronavirus n'est pas seulement au Togo, c'est également au Ghana, au Bénin, dans la sous-région est-africaine et probablement également dans toute l'Afrique. Pour vous qui nous suivez, vous pouvez contribuer si vous avez des idées et en appelant tout simplement sur le +1 319 462 89 79, par appel directement par WhatsApp également sur la ligne directe si vous êtes donc aux États-Unis. Alors, on a l'habitude de s'attaquer également au gouvernement alors que la responsabilité incombe également à la société civile. Vous êtes également membre de la société civile. Qu'a fait la société civile, toutes les associations qu'on voit de part et d'autre à la diaspora? Est-ce que la diaspora aussi a joué bien son rôle en aidant en fait la société civile à faire très bien son travail durant cette période de coronavirus, monsieur Gilbert? Merci. Je dirais qu'il y a un problème. Je l'ai déjà dit ici une fois. On a toujours tendance, nous les gens qui vivons dans la diaspora, on a tendance à croire que nos aides financières sont largement suffisantes pour résoudre tous les problèmes.
comprenez. Ici, cette affaire de coronavirus, quand cela est arrivé, il y a une question d'éducation qu'il faut. Ce n'est pas seulement parce que peut-être une activité d'un proche de la famille s'est arrêtée, on va l'envoyer un peu de sous pour résoudre le problème et puis tout est fini. Non. Vous comprenez? Il y a une éducation aussi à donner. D'abord, à faire comprendre au peuple leurs droits, pour que les gens sachent que lorsqu'il y a une telle situation, ils peuvent faire ceci, ils peuvent faire cela. On ne le fait pas. Vous comprenez? Comment communiquer avec la famille, nos familles, et leur rassurer de cette situation de pandémie? Comment est-ce que la maladie... Peut-être que nous, on a été plus proche de cette maladie, puisque ici, je donne l'exemple des États-Unis, puisqu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, il y avait eu beaucoup de cas de Covid ici, et on a un peu vécu ça plus près de nous par rapport à quelqu'un qui est peut-être dans un village, quelque part, qui voit seulement une information à la télé et puis c'est sur ça qu'il se base, ou bien sur l'information qu'on lui donne seulement dans les publications que l'État faisait, c'est tout. Donc il manque cette éducation auprès de la diaspora pour pouvoir en tout cas cultiver quelque chose de vraiment stable au sein de la population. Et ça fait que malgré nos aides financières, les gens n'ont pas une ouverture claire sur les effets et en tout cas tout ce qui concerne la pandémie. Donc, si on donne peut-être de l'argent à quelqu'un, on lui dit, bon, ok, tu es à la maison, ton activité est fermée, tu es à la maison, je t'ai donné tel montant, tu peux te débrouiller avec en attendant. Comme le grand frère venait de le dire, la personne ne sent pas trop l'impact de Covid, il ne sortira pas pour revendiquer ses droits. Vous comprenez? Lorsqu'on ne vit pas une situation d'angoisse, on ne réclame plus aussi. Donc, la diaspora peut faire quelque chose en s'impliquant directement au sein des familles directes, en éduquant la famille et tout. Maintenant, parlant de la société civile, vous savez, tout ceci, il n'y a pas une collaboration entre la société civile en Afrique, disons, une société civile en Afrique et la diaspora. Pourquoi? D'abord, nous, la diaspora, ici, on est mal organisé. Vous comprenez? On est très mal organisé. On n'arrive pas à envoyer un message unanime. Lorsqu'il y a une situation, peut-être qu'on serait mieux organisé. La situation de crise est venue. On peut même envoyer des représentants de la diaspora dans un quelconque pays ou dans plusieurs pays en Afrique pour rencontrer les gouvernants et peut-être même proposer des solutions, proposer des trucs, des idées claires qui pourront aider la population. Mais on n'est pas organisé. On n'a pas une représentation forte dans nos pays. On n'a même pas une représentation pour aller dans n'importe quel pays en Afrique pour pouvoir rencontrer même un gouvernement et proposer certaines idées. Et parler même de la société civile. Il n'y a pas une collaboration, il n'y a pas une société civile qui communique avec la diaspora. Et donc, il n'y a pas vraiment un véritable impact de nos actions. En dehors des aides financières que nous envoyons, il n'y en a pas. Alors, on a en fait aujourd'hui un grand monsieur qui fait partie des présidents les plus respectés du côté donc de la diaspora en matière d'association. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que tout ce que vous dites, les mots dont souffre la diaspora ne sont pas résolus, vu que vous faites partie également, vous aussi, donc des présidents des associations du côté des États-Unis. Quand on prend par exemple le cas des États-Unis, monsieur Gilles Norman. Oui, merci encore pour revenir sur cette question. Comme je le dis, c'est une habitude pour nous, les Africains, je veux dire en général. On aime trop le nom président. Je suis le président, j'ai fondé, j'ai créé, je suis le président. Et ça crée vraiment la distinction, la division entre nous. Déjà, en 2011, quand j'ai fait les statistiques par exemple aux États-Unis, il y avait déjà dans le cas en 2011, on était déjà à peu près 13 000 Togolais dans le temps. Et
les nombres actuellement, numéraires actuellement grandis et 13 000 et quelques dans le temps. Et je vais lancer dans le temps là que si tous les vendredis, tous les quelques volets, cotisaient que $1, ça veut dire que toutes les semaines, on aura 13 000 et quelques dans un compte pour la diaspora. Donc imaginez dans le temps là, dans cette année-ci, combien on pourrait en avoir. Et j'ai même fait un plan. Brièvement, soit disant qu'on peut diviser l'argent là en trois parties. Un, qui sera une caisse sociale pour la diaspora. Quand quelqu'un dans la diaspora qui est diplômé ou bien qui a déjà vraiment un grand projet pour le pays, on pourrait lui prêter des sous dans cette caisse pour aller travailler et il peut rembourser avec un temps donné. Et en même temps, il crée de l'emploi. On saurait que la diaspora crée de l'emploi sur ce terrain en même temps. Ça n'a pas été fait. Bref, j'ai fait ce projet, personne ne m'a pas suivi. Mais aujourd'hui, pratiquement 12 ans après, j'entends aujourd'hui les gens qui me demandent de créer ce genre de trucs. Deuxièmement, je me suis battu avec certains de mes compatriotes pour créer une unicité de la diaspora ici. On s'est même donné dîner de gala à DC. On a transporté d'autres membres de la diaspora là-bas. Ça a commencé, 2-3 mois après, c'est encore passé. On a essayé de refaire encore troisième fois. Tout dernièrement, on a encore essayé de le faire. Et dernièrement, quand l'histoire des élections est arrivée, voilà. Alors qu'on s'est bien dit que dans la diaspora, dans ce bureau, le bureau ne devait pas fonctionner ou bien apporter le maillot politique. Nous sommes là en tant que de la diaspora. Mais à la dernière minute, on a vu que certains parmi nous sont emportés par certains leaders. Et voilà, c'est encore chuté. C'est dommage. C'est ce que je dis que le Togolais aime trop se dire président. Moi, je suis président et je dois nommer président. Moi, c'est quand des fois je dois sortir pour dire que je représente mon association, mon truc là, que je veux dire, mon truc président. À part ça, pour moi, personne, je ne suis pas président, personne n'est président. Je ne suis que porte-parole de notre association. Monsieur Gilles Norman, êtes-vous en train de dire que la politique, ou soit la politique africaine a eu un impact aussi, ou soit en train de diviser la diaspora, puisque la diaspora ne s'entend pas, la diaspora est mal organisée, comme je peux paraphraser par exemple monsieur Ouadja? Bien sûr, nous sommes vraiment mal organisés. Si on n'arrive pas à s'organiser mieux, à avoir un plan, comme je viens de le dire, nous devons avoir un plan d'organisation, une feuille de route que nous devons tous appliquer. C'est comme ça qu'on peut s'organiser. Si moi, ça me fait du mal. Nous ne sommes pas, on ne peut pas être par exemple aux États-Unis aussi aujourd'hui, et qu'on apprend pas ce qui se passe depuis des années, et comment ils sont organisés pour arriver, et ça fait mal. Où est-ce que nous en allons? Ça fait mal. Pour moi, la diaspora est pire que ceux qui sont sur le terrain. C'est pire que ceux qui sont sur le terrain. Sans vous mentir. Du moins, eux, on peut dire que bon, ils ne sont pas si bien informés et tout cela. Nous, actuellement, on s'est informés, on connaît plus, mais on a toujours le mal à s'organiser. Le cas est plus grave que leur cas. Alors, monsieur Gilles Norman, dites-moi votre mot de fin pour cette première partie de votre émission Avis de la diaspora sur Afro-Web TV concernant l'impact de la pandémie du Covid-19 sur la vie sociopolitique en Afrique. Merci. Parce que je l'ai dit rapidement, je dis que cette pandémie a vraiment quand même ouvert encore les yeux à nous tous, de voir comment est-ce que nous pouvons quand même organiser et apporter notre contribution, surtout la diaspora, sur le terrain. Puisque aujourd'hui, moi je dis toujours, si quelque chose doit se résoudre ou bien évoluer en Afrique, c'est la diaspora qui doit quand même porter sa vraie contribution. Et sa vraie contribution doit être portée sur la voie unique. Sans la voie unique, nous n'arriverons jamais à rien à réussir et afin de développer nos pays africains. C'est tout ce que moi je peux apporter. Le reste, ça viendra que si nous avons la bonne volonté et que l'Afrique serait vraiment comment on appelle, un continent d'avenir que nous le voyons, aujourd'hui très bien que c'est un continent d'avenir et que nous devons aussi lutter d'une manière ou autre pour que ça se réalise. Merci.
Monsieur Gilbert, que faire face maintenant à la vie sociopolitique malgré qu'on vit avec la Covid-19 aujourd'hui et surtout pour ceux qui vivent en Afrique en ce moment? Merci. Moi, je dirais que nous avons nos frères et sœurs qui sont en Afrique et qui sont dans des difficultés actuellement face à la crise sanitaire de Covid. Et chacun de nous, particulièrement, doit prendre ses responsabilités en tant que citoyen d'un pays. D'abord, en facilitant nos dirigeants la tâche de pouvoir appliquer les consignes sanitaires qui ont été prescrites. Ce n'est pas seulement en Afrique, ça se passe un peu partout, mais j'ai l'impression que quand tu t'adresses à quelqu'un en Afrique et on lui dit non, il y a telle chose, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire ceci parce qu'il y a le Covid, c'est tout comme si c'est dans un cas particulier qu'on exagère trop. Donc il faut qu'on comprenne que ça a été une crise sanitaire mondiale et tous les pays sont concernés. On fait tout ce qu'on peut pour pouvoir limiter les dégâts. Et comme on le disait au début, on a été, par la grâce de Dieu, vu nos faiblesses et nos moyens précaires que nous avons en Afrique pour faire face à cette crise, on a été moins impacté. C'est vrai que dans certains pays comme l'Afrique du Sud, ça a été un peu aussi dur, mais comparativement à ce qui se passe ailleurs, on a été moins impacté. Et puis, on doit quand même tenir le coup pour le reste du temps. Et je demanderai à tous les Africains de faire confiance aux autorités et de se faire vacciner aussi, comme on le souhaite, pour faciliter la tâche, puisque en se faisant vacciner aussi, on donne l'opportunité à ce qu'on ouvre entièrement nos pays au reste du monde pour pouvoir, en tout cas, permettre à l'économie d'accroître aussi. Merci à vous d'être avec nous. Merci à M. Wadja Gilbert, analyste politique, M. Norman Gilles, que nous recevons par Duplessis depuis New York. Merci à toute la communauté africaine qui nous suit de près de loin. Si on insultait par exemple sur notre média, on allait avoir beaucoup plus de spectateurs pour encore partager en bonne et due forme cette émission. Mais vous savez donc notre engagement pour la bonne cause, et c'est pour nous encore une fois la lourde tâche de contribuer avec nos idées et à la construction d'un Afrique meilleure. On se retrouve juste la pause pour parler panafricanisme. Pour assurer votre divertissement et vous informer en temps réel, suivez toutes vos émissions et programmes préférés sur AfroWeb TV. AfroWeb TV vous propose un programme varié et diversifié sur www.afrowebtv.com. Sur AfroWeb TV, ce sont des reportages, des interviews, des émissions interactives, des débats